Donc, rebonjour, on se retrouve pour une conférence qui va un peu faire suite à la précédente. Donc, on est en présence de Rémi Camus, qui est explorateur aventurier, qui a passé plus des 12 dernières années de sa vie à explorer un petit peu le monde, à traverser le monde, pour sensibiliser à l'accès à l'eau et à la présence de plastique en trop grande quantité dans les océans notamment. Donc, on va suivre cette conférence avec beaucoup d'attention parce que ça va être passionnant. Je te laisse la parole et pour les questions, on verra ensuite à la fin, voilà, quand ce sera terminé. Bonjour à toutes et à tous. Tu peux peut-être baisser un peu le son. Moi, je suis ravi de vous retrouver ici. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on n'était pas revenu au Survival Expo. Donc c'est vraiment très sympa d'être là aujourd'hui. Alors moi, je vais faire un petit complément de la conférence qu'il y avait eu juste avant, avec peut-être moins de chiffres, mais avec vraiment de ce que j'ai pu voir à travers mes aventures. Si tu peux juste passer. Parfait. En 2050, il y a l'ONU Environnement qui a prédit qu'il y aurait plus de plastique que de poissons, malheureusement, dans les océans. Le plastique, on le retrouve un petit peu partout, sur les plages, on le retrouve à la surface de l'eau et on le retrouve malheureusement au fond des océans. Il est broyé par le sel, par la houle, par le soleil, par les vagues. Il se transforme en macro, puis après en nanoparticules. Et il devient malheureusement la nourriture des planctons, qui est la base de la chaîne alimentaire. Quand on sait que 80% des déchets qu'on retrouve dans les mers et les océans proviennent de la Terre et donc de notre comportement, il est de notre devoir d'agir pour éviter en fait cette prolifération de plastique qu'on retrouve directement dans les mers et les océans. Tu peux passer. Donc moi je m'appelle Rémi Camus, je suis aventurier explorateur et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là et à chaque fois l'impact qu'il y a pu y avoir sur les océans à travers mes aventures. J'ai fait ma première aventure en 2011 où j'ai réalisé la traversée de l'Australie en courant. Je suis parti du sud du continent à Melbourne pour aller jusqu'à Darwin, ce qui représente 5400 km en courant, tout seul et sans assistance, avec une petite remorque que je tractais qui faisait à peu près une quarantaine de kilos. Donc voilà, Melbourne, Darwin. Le but, c'était d'aller rencontrer les aborigènes et de comprendre un petit peu leur mode de vie de ces personnes. Donc j'ai passé exactement 15 jours dans une première communauté et 10 jours dans la deuxième. La première s'appelle Kaltukatjara et la deuxième s'appelle Mutijulu. Je vous leur demanderai quand même de me réciter à chaque fois. Donc je vais vous les pointer. La première est vraiment là, ici, et la deuxième est juste à côté de Uluru, le gros monolithe rouge qu'on retrouve sur les belles cartes postales en Australie. Et donc le but, c'était d'aller les rencontrer et de comprendre un petit peu leur mode de vie. Et en même temps, c'était de porter un message pour une maladie du syndrome de Love. Alors vous allez vous dire, ok, mais c'est quoi le lien avec l'eau et la suite des aventures? En fait, en Australie, j'ai eu pas mal de mes aventures sur la rencontre avec les gens, mais j'ai découvert également ce que c'était la rareté de l'eau. Vraiment au point de devoir boire mon urine pour ne pas mourir dans le désert. Donc j'ai tenu 4 jours, ce qui est relativement impressionnant. Et je me suis retrouvé dans une situation vraiment de détresse. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir cette sensation de soif, mais on a une sensation qui est assez particulière. Au début, on a un assèchement des lèvres. Ensuite, vous allez avoir des difficultés à faire bouger vos bras au niveau des articulations. Puis ensuite, vous allez avoir les lèvres qui vont éclater. Tout doucement, vous allez avoir une vision qui va se réduire de plus en plus. Donc là, quand je bouge les mains, on a une vision périphérique. Et tout doucement, ça se réduit pour avoir juste un faisceau en face de vous. Et après, la chose la plus difficile, c'est qu'on a un cerveau qui réfléchit un petit peu comme un bulot. Et donc, on peut faire des bêtises ou alors prendre des mauvaises décisions, le fait de ne pas boire. Et donc, je me suis retrouvé en plein milieu du désert après 4 jours sans avoir bu une goutte d'eau. Et il y avait cette crique asséchée, donc je me suis dit, on va creuser pour essayer de trouver quelque chose à boire. Et donc, on commence à creuser. Et là, c'est toujours avoir ce gain entre est-ce que ce que je vais mettre en place, est-ce que ça va vraiment me rapporter. Et donc j'ai commencé à creuser en pensant qu'on allait avoir quelque chose dans le fond de cette rivière asséchée. Et je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que j'arrête parce que j'étais en train de m'épuiser. Et je cherchais un seul endroit où trouver à boire. Et donc j'ai rapidement réfléchi, je me suis dit, en fait, vu que j'ai envie d'aller aux toilettes, autant l'utiliser. Et donc j'ai pris une bouteille en plastique, j'ai rempli à peu près 3 cm, ce
qui était d'une couleur orange-rouge, que j'ai bu, que j'ai vomi, que j'ai tout regardé vu que j'ai fermé la bouche. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que, en fait, moi, ça m'a affecté sur mes 100 jours de course pour traverser l'Australie, sur les 5400 km, mais qu'il y a des gens qui doivent se battre toute leur vie pour avoir un accès à l'eau. Il faut savoir qu'il y a certains pays d'Afrique qui se frappent à coups de machette pour préserver un puits. Et donc j'ai vécu cette expérience en plein milieu du bush australien. Je suis arrivé à Darwin après avoir fait mes 5400 km et je me suis vraiment rendu compte de l'importance de l'eau. Donc ça, c'était l'engin que j'utilisais. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure, donc la petite remorque fabriquée par mon père qui faisait une 40aine de kilos pour emmener l'eau et la nourriture. Quand j'ai fini mon aventure, je suis revenu en France, j'ai fait beaucoup de conférences pour sensibiliser notamment les enfants sur la préservation de l'eau. Et j'ai imaginé mon autre projet. Donc ça, c'était vraiment ma prise de conscience dans le désert. Et j'ai imaginé mon deuxième projet. Je me suis dit, j'ai vu ce que c'était la rareté de l'eau. On va aller jusqu'à l'abondance de l'eau et voir ce qui peut se passer. Merci. Et donc j'ai décidé en 2013 de descendre le fleuve Mékong en hydrospeed. Donc, je suis parti du Tibet. Alors, il y a des journalistes qui se sont trompés, qui ont dit que j'avais fait tout le Mékong en hydrospeed. Je n'ai pas fait la partie haute, parce que je nage bien, mais pas aussi vite que des balles de Kalachnikov. Donc, j'ai préféré éviter cette zone-là et commencer à la frontière tibétaine pour aller jusqu'au bassin dans le delta du Mékong au Vietnam. Donc, ça représente 4400 km. Et le but, c'était d'aller à la rencontre des gens et de comprendre le mode de vie des personnes qui sont au bord du Mékong. Et on se rend compte que c'est un fleuve qui est très intéressant, qui est très controversé parce que vous avez plusieurs impacts sur le Mékong. Vous avez 6 pays qui sont traversés. Le premier étant la Chine, qui essaye de contrôler le fleuve déjà sur une partie hydroélectrique avec la construction des barrages qui sont de plus en plus grands, au détriment de toutes les populations qui sont en dessous, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Il faut savoir que les plus gros barrages au monde sont en Chine. Le troisième plus gros barrage au monde est sur le Mékong. Il s'appelle le barrage Chawang. Et je l'ai passé en me retrouvant dans une situation un peu particulière parce que ce sont des zones qui sont complètement interdites pour les étrangers. Vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'auriez même pas dû voir ce que vous avez dû voir. Et en fait, c'est ce que les autorités m'ont dit. Et c'est toujours très très particulier de se retrouver avec 6 Kalachnikov pointés sur vous. Et la seule chose que je savais dire, c'était « Woye Fago », c'est-à-dire « je suis français ». Voilà, donc une fois que c'était fait, les présentations étaient faites, il fallait trouver la suite. Et heureusement qu'il y avait Google Traduction pour pouvoir m'aider. Donc ils ont commencé à pianoter et dessus il y avait écrit « Vous avez entré une zone interdite, vous ne devriez pas être là, vous n'auriez même pas dû voir ce que vous avez dû voir ». J'étais persuadé de partir en prison. Il y a un véhicule qui est arrivé avec un gradé à bord, un colonel qui est sorti du véhicule, qui m'a demandé quelles étaient mes intentions. Je lui ai expliqué que je voulais juste passer le barrage. Il m'a donné le téléphone, il dit « Ça, tu peux téléphoner, c'est la responsable du barrage, elle parle anglais ». Donc j'ai commencé à échanger avec cette personne et je lui explique que je voulais passer le barrage. Mais en anglais, c'était « I just want to go over the dam ». Et je pense qu'elle a dû comprendre que je voulais passer le barrage. Donc je lui ai expliqué que j'étais un peu cinglé, mais le but, c'était pas de faire une chute libre de 180 mètres pour me retrouver dans le contrebas, mais que je voulais simplement contourner le barrage. Et quand j'ai redonné le téléphone à la personne en charge, le colonel, il m'a dit « Tu prends tes affaires et je t'emmène ». Mais ça, il l'a dit sans parler, juste en pointant du doigt. Et j'étais persuadé en fait que je partais directement en prison, sans passer par la case départ. Et j'étais en train de me poser les questions, comment est-ce que j'allais faire pour pouvoir trouver une aide au niveau de l'ambassade, pour pouvoir me sortir de cette galère. Et je me suis retrouvé dans un véhicule avec un colonel en question, qui allume une clope, qui la donne à son chauffeur. Il en allume une deuxième, il me l'attend. Je lui dis que je fume pas, mais que je vais quand même fumer. On ne sait pas où est-ce que je vais aller. Il en allume une troisième pour lui. Il ouvre une canette de bière, il la donne à son chauffeur. Il en ouvre une deuxième, il me l'attend. Je vais prendre la bière aussi. Quitte à partir en prison, autant avoir une clope et une bière à la main. Et en fait, il a fait le tour du barrage. On s'est retrouvé dans un tout petit village. Il a payé ma nuit d'hôtel et il est parti. Ce qui est très problématique sur les barrages hydroélectriques sur le Mékong, c'est qu'ils ont été conçus d'une telle sorte que malheureusement, la qualité de l'eau et la quantité d'eau diminuent quand vous arrivez directement en bas, que ce soit au Cambodge ou au Vietnam. La qualité d'eau diminue parce que le limon est arrêté et il ne peut pas poursuivre sa route. Et donc la quantité également parce que
en construisant les barrages, eh bien, ils régulent directement la quantité d'eau qui est nécessaire pour les gens qui sont au Cambodge ou au Vietnam pour faire pousser leur riz. Quand on arrive dans le delta du Mékong, donc ça c'était les quelques derniers jours avant d'arriver, je vous expliquerai plus tard les 1 mois et 3 jours. J'ai marqué tracasserie administrative pour ne pas inquiéter, mais c'était trafic de drogue, trafic d'armes et espionnage. Voilà. Et 28 heures et 40 minutes sans m'arrêter pour pouvoir regagner la capitale du Cambodge, Phnom Penh. Quand on arrive en fait dans le delta du Mékong, on se rend compte que c'est un fleuve qui est asphyxié. Il faut savoir qu'il y a 70 millions de personnes qui bordent le Mékong et qui malheureusement, faute d'infrastructures, faute de choix politiques, faute de moyens, eh bien, déversent directement leurs déchets dans le fleuve. Et je peux vous dire que 70 millions de personnes qui déversent leurs déchets, ça en fait. Quand on arrive dans le delta du Mékong, on se retrouve à avoir des quantités de déchets en tout genre. Vous avez souvent ce genre de trucs. Donc là, on retrouve, bien, vous avez des petites bouteilles en plastique. Là, j'en tiens une dans la main. Vous avez des claquettes. Ce qui pose problème, c'est le polystyrène. Tout le monde consomme le polystyrène, le balance directement dans le fleuve, parce que pour eux, eh bien, ça part du regard. On ne le voit pas, ça file. Sauf que le polystyrène, quand il est encore dans une rivière ou dans un fleuve, on arrive à le collecter parce qu'il est en gros morceaux. Mais plus il descend, plus on arrive eh bien, à l'embouchure, plus il est broyé par le sel et il devient de plus en plus petit. Lorsqu'il arrive dans les mers et les océans, c'est généralement un peu trop tard. On retrouve souvent des produits phytosanitaires, tout ce qui provient des hôpitaux, c'est balancé également. Et tous les animaux morts sont jetés directement dans le Mékong, donc il n'est pas rare de trouver des truies énormes qui sont gonflées par l'eau et qui sont là à la surface. Et tout ça augmente quand on arrive eh bien, directement dans le bassin du delta du Mékong, où vous avez des endroits de 50-60 cm de déchets en tout genre dans des bras morts qui sont irrigués par le Mékong. Une fois que j'avais terminé la descente du Mékong, je me suis posé la question si en France, les gens étaient au courant des problématiques qu'on pouvait avoir eh bien, sur nos côtes françaises, sur le littoral français. Donc j'ai imaginé ce projet, j'ai mis 8 mois pour le préparer, pour trouver les partenaires, etc., etc. Et je me suis lancé à Dunkerque. Donc je suis parti sur la partie nord Dunkerque. Alors effectivement, quand je dis j'ai fait un tour de France à la nage, on nage pas bien dans les Pyrénées, ni dans les Alpes, ni le Jura, je vous rassure. Donc j'ai coupé à cet endroit-là. Hein, voilà. J'ai fait le littoral français à la nage. Donc je suis parti de Dunkerque pour aller jusqu'à Hendaye. Et ensuite j'ai coupé Cerbère, juste à côté de Bagnoul-sur-Mer, pour aller à Monaco. Ça fait à peu près 2650 km sur 3 mois et demi, à raison de 30 km de nage par jour pour pouvoir réussir à faire ce projet. Le but, c'était d'aller à la rencontre des gens et de leur parler de cette problématique de déchets qu'on peut retrouver dans les mers et les océans. Sur toute l'aventure, on a à peu près calculé, on a touché 26 000 personnes que j'ai rencontrées physiquement, avec qui j'ai pu échanger pendant la traversée, pendant les journées de nage, où j'ai pu parler avec eux au quotidien. Sur toute la traversée, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Et ce n'est pas là-dessus où on parlera, mais il y en a une qui était très très drôle, c'était dans la baie de Somme. S'il y en a qui connaissent la baie de Somme, vous avez des phoques, trop de phoques. Il faut leur dire qu'il y en a trop, il faut leur dire qu'ils s'en aillent. Vous avez des centaines et des centaines d'individus et ils savent qu'ils sont protégés. Je ne sais pas s'ils ont un passeport, ces phoques, mais ils le savent qu'ils sont protégés. Et du coup, on ne peut pas faire grand-chose. Quand on arrive dans la baie de Somme, eh bien, on est tout de suite, je ne vais pas dire agressé, mais ils sont très au contact, ces phoques. Et donc j'étais en train de nager tranquillement et je heurte quelque chose en pensant que c'était moi qui heurtais quelque chose, mais c'était l'inverse. C'est un phoque qui m'avait foncé dessus. Mais je pense heurter quelque chose et j'enlève mon masque et mon tuba et j'alerte rapidement la personne qui était qui était le barreur du bateau et je lui dis il faut contacter les affaires maritimes. Je crois qu'ils ont oublié de matérialiser une épave de la Seconde Guerre mondiale. Il m'a dit remets ton masque, continue de nager et arrête de poser des questions. Donc je remets le masque, je me remets à nager, je fais 200 mètres et ça recommence. J'enlève le masque et je lui dis putain, l'épave elle doit faire au moins 250 mètres, c'est un sacré bateau quoi. Et là, il me regarde en rigolant et il me pointe du doigt, il fait regarde de l'autre côté. Et là tu vois une petite tête qui sort avec des petites moustaches, il fait c'est ça ton épave.
En fait, ils venaient juste jouer et s'amuser à me foncer dessus. Donc je me suis mis à nager très très vite pour éviter d'avoir des problématiques avec les phoques. Et je pense qu'il y en a un qui se souviendra toute sa vie du coup de palme qui s'est pris dans la tronche, parce qu'il a essayé de m'attraper une palme pour me l'enlever, et j'en ai mis une petite à côté pour lui dire de se barrer. Donc j'ai eu plein de trucs comme ça sur le Tour de France à l'âge, d'anecdotes. Mais ce qui a été le plus important pendant la traversée, donc voilà, j'étais équipé vraiment très simplement pour faire le tour, 3 mois et demi, 13 heures de nage au maximum que j'ai pu faire sur une journée pour faire un 30 km. Mais ce qui a été le plus surprenant, eh bien en fait c'est un bilan très très mitigé qu'on retrouve sur les côtes françaises. Vous avez en fait, ça c'est une photo qui a été prise au nord du Havre, qui se trouve à un endroit qui s'appelle la décharge de Dolmar. Vous avez le Havre, le port du Havre, à l'estuaire de la Seine. Et juste au-dessus, eh bien, vous avez cette décharge qui a été mise en place il y a plusieurs décennies et malheureusement qui a été alimentée pendant très très longtemps. Ça part de là, hein. C'est relativement long, complètement à l'autre bout. Donc ça vous fait plusieurs centaines de mètres de long, plusieurs dizaines de mètres d'épais et ça monte jusqu'en haut de la falaise. Les gens avaient pour habitude de directement déverser leurs déchets en haut et ça tombait dans le contrebas. En 2018, quand j'ai fait le Tour de France à la nage, on a eu une tempête, la tempête Eleanor, qui s'est abattue sur les côtes françaises. Elle était partie du nord de la France et elle s'était déplacée lentement jusqu'en Bretagne. Et en fait, quand elle arrivait sur ces zones-là, elle était tellement importante qu'elle est venue creuser cette décharge et on a retrouvé des petits bouchons qui malheureusement n'existent plus, d'une société qui fabriquait des bouteilles d'eau sur des plages avoisinantes. Et vous avez un peu plus haut une plage qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, un petit village, et on a retrouvé sur ces plages des petits bouchons rouges appartenant à cette société. Quand on est un peu plus bas, vous avez Deauville, et Deauville est plutôt épargné par rapport à ça, parce que vous avez l'estuaire de la Seine qui est juste en face et qui vient faire barrière complètement à cette décharge de déchets qu'on retrouve à cet endroit-là. Alors forcément, je vous parle de mes aventures à l'autre bout de la planète, mais on va juste essayer de restreindre un petit peu. Est-ce que vous savez ce que c'est, cet endroit, ou pas du tout? C'est la Gironde. C'est l'une des parties de la Gironde. Tu peux passer? Merci. Pardon, la Garonne, excusez-moi, je pense à autre chose. La Garonne. La Garonne donc, a fait 529 km, ça part d'Espagne et ça se dirige directement en France. Ça se jette à proximité de Bordeaux, dans l'estuaire. La Garonne, elle est utilisée pour l'industrie, pour l'agriculture. Vous avez des transferts d'eau au niveau de certains canaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette partie-là irrigue complètement la Garonne. Et si on passe sur le slide juste après, je ne sais pas si vous connaissez cette carte. La ligne de partage des eaux, ça vous dit quelque chose? Mais quand on regarde la Garonne, donc l'Adour et la Garonne, toute cette partie-là, donc c'est son bassin versant qui emmène l'eau directement par là. Si une goutte d'eau tombe sur la gauche donc, de cette ligne imaginaire, si elle tombe juste à gauche, elle mettra 7 jours pour regagner les océans. Alors que si elle tombe légèrement à droite, elle mettra 1 journée pour rejoindre la mer Méditerranée. Et ça a toute son importance parce que, comme je vous disais au tout début, 80% des déchets qu'on retrouve dans les mers et les océans proviennent de notre comportement et donc viennent alimenter tout ça. Une petite goutte d'eau peut venir récupérer toutes ces particules et les emmener tout doucement dans les mers et les océans. Voilà le genre de déchets qu'on arrive à retrouver dans certains fleuves en France. Donc là, vous avez, après un passage d'une crue, vous avez tous les déchets, le plastique, le nylon qui viennent s'accrocher directement sur les arbres et qui constitue, eh bien, malheureusement, l'alimentation de ce qu'on va retrouver dans les mers et les océans. Une fois qu'on continue sur le Tour de France à la nage, par exemple, et qu'on revient sur cette partie-là, donc la Gironde est là, et vient alimenter cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les continents de déchets, qu'on retrouve un petit peu partout. Donc vous en avez plusieurs, vous avez Pacifique Nord, Pacifique Sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud, et l'océan Indien.
pour citer les 5 plus gros continents de déchets qu'on retrouve un peu partout sur notre planète. Eh bien, il faut savoir que chez nous, on a également des continents de déchets. On en a un exactement ici. Si vous regardez la carte de la France, comme elle est positionnée, vous avez mer du Nord et Manche qui est juste au-dessus. Si on prend la planète Terre, comme elle est positionnée, elle va faire sa rotation sur elle-même, qui est elle-même autour du Soleil, et elle va avoir un axe un petit peu désaxé. La houle, les vagues, on va dire la marée montante et descendante, oscillent principalement à cause de l'attraction lunaire. Lorsque ça monte d'un côté, ça descend de l'autre, etc. Donc l'attraction lunaire fait qu'on va avoir une marée qui est plus ou moins parallèle à l'équateur. Si bien que lorsque vous êtes sur la partie Manche et mer du Nord, eh bien on va avoir un courant relativement fort en marée montante ou en marée descendante. C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir le bon moment pour descendre lorsque vous voulez nager. Pour certains qui connaissent, il faut faire attention. Par contre, lorsque vous êtes à cet endroit-là, sur l'océan Atlantique, ici, eh bien on va avoir une marée qui va venir directement en plein milieu et qui va venir recréer eh bien, cette houle et d'avoir des belles vagues pour faire du surf. Sauf que lorsqu'on regarde comment c'est positionné au niveau de la France, eh bien juste au-dessus, là, vous avez la pointe Bretagne. Et lorsque vous avez une marée montante, vous avez un courant qui vient s'éclater sur la pointe Bretagne. Il y a une partie qui monte, qui rejoint la Manche et la mer du Nord, et une autre partie qui va longer et qui va aller directement eh bien, à cet endroit-là et qui descend dans le sud. Et l'Espagne, elle, eh bien, vous allez avoir la même chose. Vous allez avoir la marée montante qui va s'appuyer sur le nord de l'Espagne et qui va rentrer à l'intérieur. Si bien que les deux courants se rencontrent. Et nous, quand on a fait le Tour de France à la nage en 2018, eh bien, le 11 août, on était à cet endroit-là. Et le 11 août, on a retrouvé des déchets. Alors, ce n'est pas une critique. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la phrase que j'avais marquée au tout début, la première slide. C'était écrit « Ce qui se passe là-bas nous concerne ici ». Eh bien, c'est exactement ça. Ce n'est pas parce que les déchets sont déversés à un endroit qu'ils ne vont pas venir nous affecter. Les déchets qu'on a retrouvés à cet endroit-là étaient écrits en espagnol et malheureusement, avec les courants marins, on arrive à voir un gir qui tourne continuellement autour de Bayonne et de Biarritz. Quand on arrive sur la mer Méditerranée, c'est généralement très sympa à la surface et puis le fond marin est une véritable poubelle. On a retrouvé des micro-ondes, on a retrouvé des machines à laver. Je ne pense pas que les poissons ils aient besoin de faire chauffer leur repas ni de laver leurs affaires. On a retrouvé, ce qui était très intéressant, c'était au large de Cavalère, on a retrouvé 6 pneus de voiture. On est descendu pour aller les chercher. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voit que la nature est bien faite et est capable de s'adapter aux éléments. Sur les 6 pneus, il y en avait 5 qui étaient vides. Il y en a un, c'était bizarre, il y avait un truc visqueux à l'intérieur. Donc on a mis la main, on a sorti, et il y avait une méduse qui était dedans, une pieuvre qui était dedans, qui avait trouvé que c'était plutôt intéressant comme habitat. Et là, on s'est posé la question si on n'avait pas fait une connerie de venir détruire son habitat parce qu'elle avait trouvé ça plutôt intéressant. Donc on a enlevé la pieuvre qu'on a remis dans l'eau pour enlever le pneu qui, lui, est une vraie problématique. Quand on a continué, on est arrivé au large de Sète et on a trouvé pareil un grand filet qui était complètement sur le fond marin. Donc on a plongé pour aller le récupérer et pareil, on s'est posé la même question. Parce que le filet était un bel endroit pour que tous les petits animaux puissent se cacher à l'intérieur, les crabes, les hippocampes. Et donc on a enlevé le filet et il était plein de tout petits animaux, de tout petits hippocampes, de crabes qu'on a dû enlever et qu'on a mis directement sur la terre. Donc on a détruit un habitat juste parce qu'on pensait que le filet était un déchet, mais la nature était plutôt bien faite, avait complètement modifié cet aspect-là. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ces quelques chiffres, mais dans le monde, on estime qu'il y a 634 tonnes de déchets qui sont déversés chaque seconde. Sur les 50 fleuves au monde, vous en avez 10 qui sont les plus importants. Le Mékong en fait partie et contribue à apporter 50% de la pollution qu'on retrouve directement dans les mers et les océans. L'autre à côté, le 10 kg à la seconde, c'est un partenaire avec qui je collabore encore qui s'appelle Geste Propre, qui a établi ça en faisant pas mal de recherches. Et ils ont établi qu'en France, il y avait 10 kg de déchets qui étaient déversés chaque seconde un peu partout. Est-ce que vous savez quel est le déchet qu'on retrouve le plus dans les mers et les océans? À vous. Non, pas les couches. Non plus.
De quoi? Non, pas les bouteilles en plastique. Pas les cotons-tiges. Vous l'utilisez au quotidien. Pas les sacs plastiques, pas le PQ, pas les capotes. Non, pas non. Tu sors tout de suite. Ouais. Pas les cotons-tiges, non. Vous l'utilisez au quotidien et on en retrouve à peu près à 30% dans les mers et les océans. Même pas. Non plus. Non plus. Lorsque vous roulez avec votre véhicule, eh bien, la gomme du pneu s'effrite sur la route, devient la microparticule, et vous avez, eh bien, lorsque la pluie arrive, vient directement laver la route, ça tombe dans les bas-côtés, ça remplit les rues, puis ensuite les ruisseaux, les rivières, etc., etc., etc. On arrive à en retrouver 30% directement dans les mers et les océans, et c'est déjà la particule. Donc le plancton se réjouit d'avance de pouvoir fonctionner aux pneus. Et c'est ce qu'on retrouve principalement voilà, dans les mers et les océans. Et malheureusement, on n'y peut rien. Alors ils commencent à modifier les choses. Lorsque vous regardez les nouvelles constructions d'autoroutes, on fait pas mal de bassins de rétention d'eau sur les côtés. C'est justement lorsqu'il pleut que ça puisse collecter directement toutes les pluies qui ravinent la route, qui tombent dans ces petits ruisseaux et qui sont collectés dans ces bassins de rétention d'eau, parce que justement, ça évite que ça parte dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves et ensuite les mers et les océans. Je vais vous montrer quelque chose avant de conclure. Si je peux voir la vidéo. C'est une vidéo qu'on a faite du Tour de France à la nage. Alors, tu feras attention parce que ça monte vite en son, donc il faut garder la main sur... Et c'est une vidéo qu'on a faite sur le Tour de France à la nage pour vous montrer ce qu'on retrouvait au quotidien lorsqu'on nageait. Voilà le genre de déchets qu'on pourrait retrouver au quotidien pendant le Tour de France à la nage. Et c'était vraiment assez surprenant lorsqu'on en discutait avec les gens parce que beaucoup étaient assez étonnés. Ils ne pensaient pas que le littoral français pouvait être aussi sale que ça. C'est parfait, c'est parfait.
Non, c'est très très bien. Je m'en rappelle, j'ai eu la chance de rencontrer, je ne sais pas si vous connaissez Sea Shepherd, et j'ai eu la chance de rencontrer le capitaine Pon Watson lorsqu'il était venu à Bourges pour faire une conférence. On avait fini dans un restaurant, on avait beaucoup discuté, et il m'expliquait que si l'océan mourait, on mourrait. Que le poumon de la Terre, eh bien, c'était nos océans et qu'il fallait les préserver. Alors je terminerai sur deux choses. Il y a une personne qui parlait tout à l'heure de toutes les problématiques du réchauffement climatique. Et effectivement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur de se retrouver devant une immensité d'eau, à ne savoir pas quoi faire pour pouvoir au quotidien améliorer et puis rendre une planète un peu plus présentable pour les générations qui vont nous suivre, nos enfants, etc. Pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est d'être exemplaire. Exemplaire, c'est des choses que vous pouvez faire au quotidien. Se baisser pour ramasser un papier et le mettre dans une poubelle, ça va vous prendre exactement 5-10 secondes de votre temps et ensuite vous le mettez dans la poubelle. Ça paraît peut-être un geste anodin, mais vous avez peut-être suscité l'intérêt et le questionnement d'une personne, d'un enfant qui va être juste à côté, qui va dire mais pourquoi est-ce qu'il ramasse le déchet, ce monsieur? Et après, vous, en tant que parent, il va bien falloir expliquer à votre gamin pourquoi est-ce que, il est important de ramasser ces déchets. Et ça vous prend 5 à 10 secondes, hein, vraiment. Et ensuite, il y a une autre chose qui est très très importante, c'est le mot respect. Être respectueux de l'environnement, mais être respectueux de soi, des autres, être respectueux de la nature. Ce sont des choses qui sont très très importantes. Et je suis persuadé que, pour moi, la clé de la réussite passe par l'éducation, et c'est ce que je fais au quotidien avec beaucoup de présentations et de conférences, de prises de parole dans les écoles, pour expliquer aux enfants que si vous voulez vous battre pour quelque chose parce que ça vous tient à cœur, allez voir de vos yeux, bordel. Faites-le, regardez. Vous allez bien voir la difficulté, mais peu importe la cause, hein. Ça peut être pour les déchets, ça peut être pour n'importe quoi, une maladie. Allez voir. Et vous allez vite vous rendre compte que la planète est en difficulté et elle souffre vraiment. Et si on veut qu'on puisse changer nos comportements, ça passera forcément par de l'éducation. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup Rémi. C'était très intéressant. Alors il y a peut-être des questions parmi vous, parmi les spectateurs, des personnes qui voudraient avoir des réponses. Alors sachez que quand je fais ça dans les écoles, quand il y a 30 gamins, il y a 60 mains levées pour des questions. Je dis ça, je dis rien. Après c'est des questions, ils demandent à chaque fois comment on fait pour aller aux toilettes. Voilà. Enfin, c'est des enfants, quoi. Je leur fais pas de dessin. Alors déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Merci. Et là, la question que j'ai tout de suite, c'est et la suite, c'est quoi ta prochaine aventure? Tu as déjà une idée? Ah bah oui, c'est dans très peu de temps. La prochaine aventure, c'est en septembre. Je vais tenter de faire la traversée entre Calvi et Monaco à la nage, en totale autonomie et sans assistance, avec plusieurs axes. Il y a un axe sur l'éducation. On est en partenariat avec pas mal d'écoles, donc ça fait presque 12 000 étudiants qui vont suivre le projet. Et ensuite avec le CHU de Grenoble et puis un institut à Dunkerque, un axé sur le sommeil et l'autre sur la partie stress en milieu hostile, notamment en milieu marin. Donc on va faire ça, si tout se passe bien, en septembre. On arrive à Calvi le 5-6 septembre et après il nous faudra entre 8 et 15 jours pour faire la traversée en fonction de ma condition physique, des conditions de mer, des aléas et voilà, à peu près. Et en parallèle, vu que beaucoup de personnes étaient déçues de ne pas pouvoir directement nager avec moi, on a proposé un autre projet en parallèle. Et en fait, on va faire le Calvi Monaco en digital. Et donc, on a développé tout ça. On va le mettre en test dans une quinzaine de jours. Et en fait, dans toutes les salles de sport qui auront accès à un rameur de la marque Concept 2, dans toutes les salles de CrossFit, etc., on pourra directement connecter son téléphone portable et on va faire une ligne fictive au large de Calvi pour être seul en duo, 7 jours ou 14 jours. Et il va falloir se tirer la bourre en respectant des cadences. Et on part là du 13 au 18 juin pour faire le test de la plateforme dans la baie de Saint-Brieuc. Et on va faire toutes les vidéos pour raconter une histoire. L'une des étapes, par exemple, on se lève un matin, on a tout un banc de méduses. Et il va falloir choisir entre la route A et la route B. La route A étant
bah, je suis un guerrier et moi je nage et je fonce dans les méduses, pas de problème. La route est la plus courte, mais attention, les méduses, ça pique. Et puis sinon, eh bien, je vais la jouer un peu plus soft. Je contourne le banc de méduses, la distance sera plus longue, mais ça sera plus facile. Et nous, on va jouer avec ça sur la difficulté sur le rameur. Donc, il y aura moi qui va nager et toutes les personnes qui le souhaiteront qui pourront participer à ce projet, qui sera un projet sportif, mais également tourné sur l'environnement et l'écologie, parce que chaque inscription, eh bien, il y aura une partie qui sera directement reversée aux ONG avec qui je collabore sur ce projet. J'avais une question sur votre bilan de la descente de la Loire. Alors, il y a eu la descente de la Loire en juin 2021. Après, il y a eu la descente de la Saône il n'y a pas très longtemps, en février. Ça dépend. La Loire, je demandais la Loire plutôt. La Loire, c'était le radeau. Oui, et voilà. voilà. Très particulier. La Loire, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir autant de déchets. Et en fait, on se rend compte que lorsque la quantité d'eau est beaucoup plus basse, eh bien, on a beaucoup moins de déchets à la surface. Dès qu'il y a une montée des eaux, ça ravine tout. Et on se retrouvait à trouver énormément de déchets dans des bras qui étaient complètement morts. Donc des déchets en tout genre. Et on a sorti pas une carcasse entière, mais on a sorti un quart d'une carcasse de voiture. Au début, je pensais que c'était juste un tronc d'arbre. Et on a sauté dans l'eau et on a soulevé et on a trouvé une carcasse de voiture. Donc déjà, trouver une voiture, c'est bizarre dans une rivière ou dans un fleuve. Trouver un quart de voiture, il faut quand même se dire qu'il y a un couillon qui a coupé une voiture en 4 pour la foutre là. On a juste eu la trouille qu'il n'y avait pas un cadavre qui était dans la voiture. Voilà, c'est tout. Mais on a été très très surpris de la quantité de déchets sur la Loire. Et je pense que l'année prochaine, on va refaire le projet, mais faire un projet beaucoup plus collaboratif avec la plateforme, donc le radeau qui lui servira de plateforme à déchets, avec une dizaine de kayaks, et de proposer à n'importe qui de vouloir venir, adultes, enfants, passer 3 jours pour faire vraiment un échange. Les gamins, eux, ils ont l'impression de vivre une petite aventure Robinson Crusoe en ramassant des déchets. Le soir, on se pose sur les berges, on met de la musique, les parents boivent du rhum arrangé, les gamins des chamallows, et comme ça tout le monde s'amuse en faisant une bonne action sur les déchets. Mais c'est vrai que la Loire est relativement sale. D'autres questions, oui. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. Vous avez parlé des continents de plastique. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des moyens pour les continents de plastique qui sont mis en place pour les récupérer, nettoyer, ou il y a des actions peut-être des Que sur les associations? bouchons, tu parles? Comment? Sur quoi tu parles? Les bouchons? Non, les continents de plastique. Ah, les continents de plastique. Pour moi, c'est une action, elle est importante, il faut la faire parce que malheureusement, ils sont là. Mais pour moi, c'est exactement, si je prends un exemple très concret que vous allez comprendre, tu mets un tuyau sur un robinet, tu ouvres le robinet, tu laisses couler l'eau, tu mets juste ton doigt au bout du tuyau et t'attends. Effectivement, ça va ralentir un peu, mais ça va quand même continuer de passer. Alors que si tu fermes le robinet, tu es sûr que ça s'arrêtera là. Et je pense que c'est là-dessus où il faut jouer, c'est sur des procédés, des projets qui sont mis en amont sur des parties beaucoup plus importantes, plus hautes, pour venir sensibiliser les gens et leur trouver surtout un intérêt économique de le faire. Lorsque je descendais le Mékong en hydrospeed, arrivé au Vietnam, on retrouve souvent les gens qui sont en train de ramasser des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, du carton, des bouteilles d'aluminium, parce qu'il y a une valeur marchande derrière. Et c'est acheminé directement dans les centres de stockage et ils gagnent de l'argent avec. Le reste, ils n'ont strictement rien à foutre. Ce qui est tout à fait logique. Quand tu gagnes peut-être 1 ou 2 dollars par mois, tu ne vas pas t'amuser à ramasser les déchets juste par le plaisir. C'est exactement la même chose quand je posais la question aux gens. Il y en a qui me disaient, mais ils sont vraiment très sales, ils ne respectent rien, il y a des déchets partout. Je dis, mais quand tu sais que quand tu vis dans un petit village et que la ville la plus proche se trouve à environ une centaine de kilomètres et que pour aller dans cette petite ville, c'est une piste de terre battue qui est encore plus défoncée qu'un terrain de motocross et que tu as justement une petite moto, eh bien, est-ce que tu viendrais juste par souci d'environnement et d'écologie, de charger ta petite remorque avec juste un gros sac poubelle et te dire je vais faire directement les 100 km pour les amener dans un centre de stockage? Pas du tout. Tu fais comme tout le monde, soit tu balances, soit tu brûles. Honnêtement, moi j'ai ma réponse. Je sais que je brûlerai les trucs. Donc aller chercher directement les continents de déchets en plein milieu de nulle part, pour moi économiquement c'est pas intéressant et ça devient en fait on va faire que ça. Collecter. Il faut savoir que ce qu'on retrouve à la surface de l'eau,
c'est environ 1 à 2% des déchets. Tout le reste a déjà coulé et se trouve au fond des océans. Donc c'est peut-être plus un robot aspirateur pour aller au fond plutôt que de récupérer ce qu'il y a à la surface. Et en fait, on reprend ce que je disais tout à l'heure avec ma problématique lorsque j'étais en plein milieu de l'Australie à devoir boire mon urine, c'est qu'on creuse une rivière asséchée en espérant trouver quelque chose. Et est-ce que l'énergie déployée est vraiment payante? D'aller dépolluer les océans à coût de millions et de millions d'euros, est-ce que c'est très payant? Ou alors est-ce que malheureusement il faut peut-être changer de procédé et venir stopper directement à l'embouchure des fleuves, pourquoi pas, tous les déchets. Et c'est ce qu'a fait le jeune sur le The Ocean Cleanup. Lorsqu'il avait lancé son procédé, il avait lancé le procédé en étant convaincu qu'il pouvait collecter tous les déchets directement plastiques dans les océans pour les transformer par la suite et les ramener. Et il s'est vite aperçu que c'était très difficile de le faire. Et il a commencé à créer ce qu'ils appelaient les interceptors. Donc il en a mis un dans des très grands fleuves, je crois qu'ils en ont fait 6 ou 7. Et il commence déjà à collecter les déchets avant qu'ils partent dans les mers et les océans. Et je pense que c'est là où il faut vraiment appuyer et trouver des solutions. Pour moi, l'écologie fonctionnera le jour où on aura mis une économie devant. Les deux fonctionneront ensemble, mais il faut que ce soit économiquement, écologiquement intéressant pour que des populations qui sont dans le besoin fassent cet effort. D'accord, merci. Mais la solution miracle n'existe pas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci beaucoup Rémi. Merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Très très bon salon à tous. Éclatez-vous, profitez-en. Vous avez toutes sortes de trucs vraiment très chelous, mais ça vaut le détour de venir à Paris pour voir tout ça. Merci à vous. Merci Rémi.